Salut à tous, je suis Simon, le cofondateur et CPO de Scrib. Bienvenue dans Product Backstage. Dans cette émission, on va partir à la rencontre des équipes produits. On va aller voir où elles travaillent et comment elles travaillent. Aujourd'hui, on est chez eFounders et on va aller rencontrer Alexandre. Suivez-moi. Merci de nous accueillir chez vous, là, chez eFounders. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter qui es-tu, qu'est-ce que tu fais ici chez eFounders? Du coup, Alexandre, j'ai 29 ans. Enfin, à chaque fois, il faut que je réfléchisse. Je suis PM, donc Product Manager chez eFounder. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis arrivé. Et avant ça, en gros, ça fait depuis ma sortie d'études que je suis dans le monde du produit. J'ai commencé dans un mix hardware-software pour aller plus sur la partie tech derrière. Ça fait à peu près du coup 5 ans que je bosse dans le produit. Trop bien. Et c'est quoi eFounders alors? Parce que c'est particulier, tu es le premier que je viens voir là pour ces émissions. Ouais. Et je commence direct par un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Est-ce que tu peux expliquer ce que vous faites chez eFounders? Ouais, pour le vulgariser vachement, en gros eFounder c'est une startup qui crée des startups. Okay. Donc on est ce qu'on appelle un startup studio. Donc le but c'est on a des idées en interne qui viennent de besoins ou de choses qu'on a. Et en gros, l'idée c'est qu'on la mature un peu en interne et on pitch avec des fondateurs pour voir s'il y a affinité entre l'idée, etc. Et avant de s'associer ensemble et de lancer la boîte ensemble, main dans la main. Donc les idées viennent de l'équipe eFounders. Voilà. Et vous trouvez après des gens pour aller les porter. Ouais, c'est ça. En grande majorité, c'est quand même beaucoup ça. Après, il y a eu quelques exceptions dans la trentaine de boîtes qu'on a fait. Ouais. Mais l'ADN et le but d'eFounders, c'est ça. Du coup, depuis récemment, donc on a commencé à faire des studios qui étaient assez verticalisés. Donc eFounder, studio historique, SaaS, ce qu'on appelle Future of Work, dans tout ce qui est B2B. Logic Founder qui est plutôt axé FinTech, etc. Et la partie plutôt cette année Three Founders pour tout ce qui est le Web3. Et du coup, on a voulu essayer de créer une structure qui viendrait supporter un peu tous ces studios, qui s'appelle Exa, dont le but en fait c'est de réinventer, de faire un nouveau modèle d'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, tu vois, les entrepreneurs, c'est beaucoup comme toi avec ton fondateur, c'est des gens qui le font solo ou des choses comme ça. Là, l'idée, c'est de le faire en collectif et d'avoir un peu une team et un regroupement de personnes pour lancer des boîtes. Donc, le Exa vient dans ce cadre-là, donc de supporter les studios actuels, mais aussi, du coup, à l'avenir, d'en créer des nouveaux. Et du coup, Thibaut en parle assez ouvertement. Il y a des thématiques qui nous tiennent à cœur, surtout qui sont un peu d'actualité, donc du style la santé, le climate change, l'éducation, des choses comme ça. Donc toi, tu as dit que tu étais product manager chez eFounders. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que si vous créez régulièrement des boîtes, toi, ton rôle au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Y a plusieurs choses. Donc il y a des parties qui vont plus parler du coup aux personnes qui nous regardent et d'autres un peu moins. Quoique, on pourra en venir, mais en gros, il y a 2 blocs assez différenciants chez eFounder. Il y a la première partie qui fait un peu la spécificité du studio, donc c'est la création de boîte. Donc ça veut dire à un moment donné partir d'une feuille blanche, donc d'une idée qui peut venir de Thibaut, de Mathieu Vaxeler, aujourd'hui qui est le Head of Studio chez eFounder, avec qui je bosse beaucoup, et ou même d'autres personnes après dans le studio. Mais l'idée c'est qu'il y a une idée et on la retranscrit en qu'est-ce que ce serait d'un point de vue produit, mais après aussi d'aller creuser la GTM, donc le marché, la concurrence, etc. Ouais. Dès le début, en fait, quand on a une idée, on essaie de regarder un peu le play, genre qu'est-ce qui serait… parce que le but de eFounder, c'est quand même de faire des boîtes innovantes. Donc on veut avoir notre patte et créer quelque chose de différenciant, de nouveau. Même si dans 5 ans après, finalement, on voit qu'il y a d'autres boîtes qui sont mises sur la même chose, mais quand on s'est créé à la base, on a quand même ce gros pied dans l'innovation. Et du coup, la première partie, c'est vraiment très factuel, donc c'est bosser en interne. La partie un peu que je t'ai dit, de maturer l'idée chez nous, donc de voir un peu comment ça se passe. Généralement, il peut y avoir des discovery calls qui sont faits avec
acteurs clés, on va dire, de ce pourquoi on voudrait aller comme boîte verticale, Donc des etc. gens qui rencontrent potentiellement le problème que vous avez identifié Exactement. et que vous souhaitez résoudre. Ouais. Ok. Après, tu vois, l'avantage de créer un écosystème de plein de boîtes, c'est qu'en fait, Ouais. on a accès déjà à un Ouais. pool de recherche assez facile. Enfin, du coup, maintenant, tu as une trentaine de boîtes, donc on peut aller facilement les voir, Ok. qui ont toute typologie aussi. Donc on peut aussi voir des boîtes qui se sont lancées l'année dernière ou récemment, VS des boîtes qui se sont lancées, maintenant le studio a 10 ans, donc enfin plus de 10 ans. Mais en gros, aller chercher beaucoup plus loin. Donc tu as un peu cette grosse partie qui est la feuille blanche, la création et le craft un peu de ce truc-là. Première partie de ton job. Ouais. Après, du coup, tu as la partie, on va s'associer avec les fondateurs et itérer sur le produit avec eux. Et du coup, là, on rentre dans une espèce de deuxième brique qui est un peu spécifique au tout début, mais qui le devient moins à iFounder. C'est comment est-ce qu'on construit ce qu'on appelle dans le jargon le MVP. Ouais. Donc le produit minimal sur lequel on peut aller en prod. Concrètement, c'est beaucoup d'itérations là-dessus, etc. Et après, une fois qu'on a shippé cette première partie, là, on rentre dans un schéma plus classique, run, delivery, Et toi, tu t'arrêtes là. Tu n'interviens pas sur la suite. Nous, on continue aussi. D'accord. Mais après, tu vois que ça va être limité parce que l'idée peut mettre 6, 8 mois peut-être, enfin 6 mois à sortir. Les fondateurs, fondatrices que vous avez positionnés sur les projets doivent, j'imagine, aussi se saisir du produit. Exactement. Oui, c'est le but. En gros, nous, l'idée, c'est qu'on la mature avant pour essayer de les convaincre et leur dire, regardez les gars, on a un peu fait notre devoir. Il y a un marché, voilà à quoi ça pourrait ressembler, voilà les cibles qu'on a identifiées. Mais après, une fois qu'elles nous rejoignent, évidemment, l'idée c'est que derrière on le co-crée tous ensemble. Donc en fait, nous on leur donne une base. Au maximum, et après, l'idée c'est qu'eux fassent beaucoup de calls pour comprendre le marché, etc. Bon, après, généralement, les fondateurs, quand on les recrute, ils ont des connaissances plus ou moins éloignées sur le marché. Okay. Quand même, c'est des sujets, s'il y a un match avec l'idée, fatalement, c'est que ça leur parle et qu'ils ont soit vécu le pain dans leur boîte ou dans une boîte avant, soit c'est quelque chose sur lequel ils sentent qu'il y a réellement un problème à résoudre. Et justement, est-ce que tu penses que pour faire ce job-là, de First PM et puis toi First PM régulièrement sur des nouveaux projets, est-ce qu'il faut un profil un peu particulier? Moi, je sais qu'à titre personnel, c'est le lancement des projets qui m'excite le plus parce que la page est blanche, il y a tout à découvrir. Et le run, tu vois, quand le truc est bien posé sur des rails, parfois c'est un peu moins excitant. Est-ce que tu te reconnais toi un peu dans cette description et est-ce que tu penses que pour avoir un rôle comme le tien dans un studio, voire même pour être First PM dans une boîte, est-ce qu'il faut avoir un peu ce genre de profil? Bonne question. Pour le coup, il y a différentes choses. En soi, déjà, un profil type chez nous, faut quand même avoir une partie, une âme entrepreneuriale. Et je pense que ça peut être assez, quand on est First PM ou en tout cas même premier employé dans la partie Product Design, on peut aller un peu plus loin. Il y a quand même une grosse partie où ton travail ne sera pas forcément que de faire du produit. Tu ne vas pas juste exécuter. Et tu vas pas arriver dans un truc qui est déjà on track et tu as juste à monter dans le wagon et c'est parti. Une grosse partie en tout cas, tu vois, on aura un peu peut-être ce sujet, mais tu vois, quand les boîtes sortent du studio, nous on recrute leur First PM qui va arriver et l'idée, moi, c'est que je leur fasse une grosse passation, tout ce que j'ai dans la tête, l'historique de la boîte, je leur retransmette et en gros, j'essaie de leur donner à peu près une voie à suivre pour que eux aient justement pas à mettre en place toutes ces choses-là ou en tout cas retarder au maximum pour qu'ils puissent passer leur temps à se focus sur comprendre le business, comprendre les besoins, etc. Donc tu vois, tu as un peu cette partie-là qui est très importante, donc une bonne fibre entrepreneuriale quand même derrière. Et après, il faut avoir quand même, je pense, beaucoup genre de la résilience et de la communication, parce qu'une bonne partie de ton temps, tu vas devoir traiter avec des fondateurs, avec différentes personnes, avec son lot de complexité. Tu vois, je pense que c'est comme un associé. Tu vois, des fois, tu peux être complètement aligné et tout roule et tout est pas bien parti. Et parfois, ça l'est pas. Donc en gros, c'est comment est-ce que tu fais preuve du coup de force de persuasion pour expliquer clairement ton point de vue et dire qu'en fait, mon point de vue c'est ça, sans le faire passer en force. Mais tu as aussi après la partie, c'est pas ta boîte, tu n'es pas le fondateur. Donc si ça prend une autre tournure que ce que tu avais imaginé, c'est faire preuve de résilience et dire ok, on le fait comme ça. Mais par contre, si on le fait comme ça, quels sont les indicateurs derrière qui nous font remettre en question ce choix-là?
si jamais il y a un souci. Comment tu vis cette phase-là, justement, tu vois, avant qu'on rentre après sur concrètement comment vous bossez sur les projets et tout, mais cette phase de, tu as initié, tu étais au démarrage, l'identification du problème, tu fais la première recherche, les premiers wireframes et tout, puis à un moment donné, tu vas lâcher le produit à une équipe, tu vois. Est-ce qu'il y a parfois une part de frustration? Est-ce que parce que ce qui est cool aussi dans le produit, c'est quand tu vois que le truc que tu as conçu est adopté, que tu trouves ton fameux product market fit et que tu vois la courbe d'usage, la récurrence d'usage et tout. Toi, parfois, tu dois, j'imagine, basculer sur un autre projet avant que ces trucs-là arrivent. Comment tu vis ça, toi, personnellement, tu vois? Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'en fait, c'est cool? Comment tu vis ça? Il y a un peu deux choses. Évidemment, il y a un peu de frustration à un moment donné. Enfin, en fait, tu passes quand même, c'est comme une relation, tu vois, presque. Tu passes quand même 12-18 mois avec les fondateurs à bosser beaucoup. Enfin, surtout que, comme tu peux le connaître, tu vois, la partie création, ça fédère beaucoup. Parce que du coup, tu es souvent beaucoup dans le bureau tous ensemble ou maintenant avec le remote, tu traverses les galères, tous les trucs. Donc, c'est un truc qui fédère quand même beaucoup. Donc, évidemment, il y a un peu de frustration. Après, le bon signal, quand même que tu vis, même si tu ne vois pas le PMF nécessairement, tu as une vague idée de si ça va dans la bonne direction, mais déjà un bon signal, c'est la boîte a levé des fonds. Si elle a levé des fonds, ça veut dire que la finalité de tout ce que tu as fait, ça servait à quelque chose et que en tout cas, ça a convaincu des business angels et des fonds d'y mettre de l'argent. Donc en gros, surtout dans un climat comme aujourd'hui, pour ceux qui regardent ça plus tard, on est dans un climat où c'est pas bon de lever des fonds en tech. 2022 a été une année compliquée. Exactement. Concrètement, tu vois, c'est un peu la finalité de dire ok, ce sur quoi j'ai pas bossé, ce sur quoi j'ai bossé a pas servi à rien. Et après, dans tous les cas, même quand tu délivres ton premier MVP, que tu bâtis les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver derrière jusqu'à arriver à l'indépendance de la boîte, tu as quand même vu des choses qui font que il y a des users qui sont contents. Tu as quand même du love qui envoie des users. Tu as vu les premiers éléments de succès quand même. Exactement, tu as vu quand même des éléments. Mais après, c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux avoir une petite part de frustration / tristesse de voir la boîte partir. Mais en vrai, tu dis que c'est pour le mieux. Et ça veut dire qu'en gros, elle a réussi. Et au contraire, si elle restait plus longtemps en studio, c'est plutôt qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je comprends. Mais après, rien n'empêche un jour de se dire… s'il y a un énorme fit avec les fondateurs, la boîte et le business, en gros, chez eFounder, on ne dit pas t'as pas le droit de partir avec les projets, etc. Au contraire, si à un moment donné, tu veux partir avec, go et c'est parti. Et quelqu'un prendrait ta place dans le studio. Exactement. Et on recruterait quelqu'un pour venir derrière. Ok, cool. Est-ce qu'on n'irait pas dans une salle où tu me montres un peu justement comment est-ce que, au démarrage des projets, c'est quoi un peu les étapes que vous suivez? Ouais, carrément. On fait ça? Yes. Cool. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a peu de gens qui vont avoir l'occasion, tu vois, d'avoir vraiment le même rôle que toi dans un startup studio, mais on peut être quand même à l'origine soit d'un nouveau produit en interne, soit on rejoint une boîte hyper tôt. Ça m'intéressait qu'on puisse voir ensemble le process un peu que vous suivez, tu vois, quand tu pars d'un problème, d'une idée, comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à la sortie d'un MVP. C'est quoi un peu les grandes étapes, tu vois, pour qu'on comprenne par quoi vous passez et comment est-ce que vous arrivez à sortir des produits aussi souvent en gros, il y a une phase hors écran qui est un peu les choses dont on a parlé, où on se met avec les fondateurs dans une salle, dans un call, des choses comme ça, pour réellement définir ce que va faire le produit, s'aligner là-dessus et commencer à peindre des boîtes, on va dire des boîtes ou des regroupements de fonctionnalités clés de chaque boîte. Et du coup, là, je peux prendre un peu l'exemple de Roundtable sur lequel j'ai pas mal bossé pendant toute l'année l'année précédente. Juste en 2 mots, Roundtable, ça fait quoi comme outil? Roundtable, en gros, l'idée, c'est on va dire une plateforme qui permet de démocratiser l'investissement dans les actifs non cotés. Maintenant, l'idée, c'est de dire, ok, c'est quoi le cœur engine de ce produit-là et qu'est-ce qui nous permet de faire. Donc en gros, les premières discussions qu'on a, c'est assez fonctionnel. Donc c'est quoi la state machine. Donc en gros, la boîte à état, qu'est-ce qui fait que
tu as telle entité qui passe dans tel statut et qui est poursuivie. Enfin, tu vois que… Cette réflexion-là, vous l'avez vraiment purement en interne, où Ouais. vous commencez à imaginer… Exactement. Sur Tableau, sur Call, etc., on commence à dire, OK, on sait que l'entité pivot chez Roundtable, une des parties va être le deal ou les communautés, après derrière. Mais en gros, c'est de dire, OK, une fois qu'on a cette entité-là, je passe un peu sous silence la partie de qu'est-ce qu'elle doit avoir comme information, comme chose, mais c'est de dire déjà avant, on a cette entité, donc quels sont les statuts importants par lesquels elles vont passer et quelles sont les actions qui vont se passer, qui vont faire changer de statut ou qui vont créer des flows spécifiques de produits, enfin de parcours du produit. Et ça, vous le schématisez du coup, hein. Et ça, on le schématise avec une state machine, Ouais. donc assez bateau, en vrai, c'est un truc un peu comme ça, tu vois, si on prend un peu la chose, c'est de se dire, voilà, il y a des boîtes, il y a un email qui est envoyé, le mec est invité, blablabla. Enfin, on va pas venir sur le détail, mais en gros, tu vois un peu le schéma et en fait, tu as un flow qui est assez logique là-dessus. Sur une première version de l'expérience, quand même, vous essayez de schématiser tous ces trucs-là. Et une fois qu'on a ces choses-là, enfin ces boîtes-là, l'idée, c'est de dire, OK, maintenant, d'un point de vue interface, en wireframe, à quoi ça ressemble? C'est de dire, OK, du coup, je veux créer un deal, par exemple. Comment est-ce que je le schématise? Donc, créer un deal, qu'est-ce que ça veut dire? Vous rentrez hyper tôt dans la matérialisation du produit, un peu. Ouais. C'est pas simplement une spec fonctionnelle écrite sur un Notion, un truc comme ça. Une spec fonctionnelle juste écrite, Ouais. hyper tôt. Avant même ça, Ouais. vous rentrez dans du design en fait. C'est pas réellement du design. Enfin, je pourrais te montrer, tu verras une partie wireframée, une partie designée, tu vois. Ouais, Enfin, ok. En fait, c'est un binôme où moi, je bosse là beaucoup avec Megan. Et l'idée, en gros, c'est que moi, je lui mette tous les besoins fonctionnels, donc le réel scope du PM, classique comme on entend. Et après, on va un peu plus loin. Pourquoi? Parce que chez eFounder, le wireframe, ça a toujours été dans l'ADN d'eFounder, très important, dans le sens où c'est un énorme support de communication. Ouais. Ça permet d'aligner tout le monde, que les gens soient produits, pas produits, etc. Le fait de tout mettre sur une autre Notion grosse comme ça, les gens ne comprennent pas forcément toutes les choses. Ils ont plus de mal à se projeter dans ce à quoi ça va ressembler. Tu leur montres un écran par Ouais. contre, ils disent « Ah ok d'accord, je vois, etc. » Et après ils posent même des questions instinctives en disant « Si je clique sur ce bouton, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, etc. » Et ça te permet de penser tous les flows et de dire « Ok, voilà, on met des briques du X. » Après l'idée, c'est que Megan et du coup le design revient sur cette brique du X et qu'on la challenge. Donc elle vient faire ses propositions d'agencement. On en discute, on voit ce qu'on prend pas, etc. Et après, par contre, elle met sa couche d'UI. C'est pour ça que tu disais, c'est pas encore du design, on est plus sur du wireframe, c'est qu'on n'est pas à l'étape de je crée une interface pixel perfect et tout. Exactement. J'ai pas encore réfléchi vraiment à l'UX et à l'UI, mais tu vas montrer des choses quand même. Exactement. C'est pas juste du texte. Et on va se mettre d'accord, tu vois, par exemple, là, donc chaude, tu vois, là, ça va être la page qui va être la plus parlante à montrer, tu vois, visuellement, pour te montrer genre le wireframe ce que c'est et le design ce que c'est. Okay. Donc là, c'est encore du wireframe. Ça, c'est du wireframe. Tu vois que c'est beau parce que on a, en gros, avant on utilisait Whimsical, qui est un outil en gros de wireframing assez basique avec des éléments du kit. Sur lequel tu as montré la state machine, exactement. Ouais. Et en fait, on a migré pour tout ce qui est process de produit à design, que ce soit plus facile. On a tous migré sur Figma, mais par contre, toute la bibliothèque de composants qui existe dans Whimsical, on a créé une librairie sur Figma qui me permet en fait de drag and dropper. Genre un bouton, tu vois, il sera toujours comme ça. Tu peux éventuellement changer les couleurs et des choses comme ça, mais factuellement, en fait, tous les précomposants sont pré-packagés, donc ce qui fait que tu as l'impression que c'est super beau, mais en fait… Tu as fait des copier-coller quoi. Voilà, j'ai fait des copier-coller d'un composant qu'on a pré-packagé avant. Ok. Donc là, tu vois, c'était une communauté, donc l'idée c'est de dire, voilà, je mets la page d'une communauté qui est un regroupement de différents membres autour d'un business angel ou d'une team de business angel charismatique, on va dire. Et l'idée, en gros, tu vois, c'était un peu de dire, voilà, dans cette truc-là, je vais avoir ces infos-là qui sont importantes, donc la team, les deals qui sont importants, la description, ces choses-là. Et de l'autre côté, tu vois, quand ça passe au wireframe, qu'on valide le fonctionnel, de se dire, je veux afficher ça comme info à tel endroit, etc., qu'on puisse apply, donc s'abonner ou rejoindre une communauté. On s'est mis d'accord là-dessus. Après, donc cette validation, le fait que vous vous mettiez d'accord, c'est quoi? C'est une réu? C'est une réu, c'est de l'asynchrone, c'est un peu de tout. C'est un mix entre l'asynchrone. Moi, je leur pose des wireframes en disant « Ok, j'ai avancé, shootez-moi vos amis, mettez-moi des commentaires sur Figma ».
Et j'itère dessus, on se fait aussi un petit meeting pour se synchro en disant ok, on part là-dessus. Donc dès cette étape-là, il y a quand même un processus itératif entre ton premier wireframe et le design. Tu peux avoir plusieurs wireframes. Plusieurs wireframes en se disant bah attends, finalement en fait cette info elle sert à rien, on l'enlève, ou on accentue plutôt cette info-là, etc. Et ce qu'il faut voir, tu vois, c'est que tu as des blocs qui sont très accentués centraux et tu as des blocs qui le sont moins sur le côté. Et tu vois, ça déjà, d'un point de vue UX et conception, c'est des choses sur lesquelles on commence à plancher. D'accord. Et derrière, en fait, l'idée, c'est que Megan, tu vois, elle m'accompagne sur ces sujets-là. C'est moi qui produis les wireframes, mais au même titre que les fondateurs, tu vois, elle vient donner son avis en disant je pense qu'on pourrait… elle vient déjà influencer les choix produits. Et derrière, on arrive sur une page un peu comme ça, tu vois, qui n'a mais strictement rien à voir en termes de… Tu vois que la structure est à peu près similaire. Tu vois que tu as les deals qui sont là. On retrouve les grands concepts en fait. Tu retrouves les grands concepts, mais en termes d'UI, c'est pas du tout la même chose, ça c'est clair. Et en termes d'UX, tu vois qu'on a quand même changé des placements, on a remodulé des choses. Et en fait, tu vois qu'il y a eu un gros travail entre le produit et le design. Et en fait, tu vois, même si historiquement le produit a un peu un pan d'aller à marcher sur le design, on sait mettre la frontière en disant ok, ça c'est réellement du fonctionnel et des premières briques du X parce que c'est important de poser les choses sur papier, de communiquer autour de ça. Mais par contre, dès que c'est sorti, en gros et que c'est dans les mains du design, là c'est un peu Big Bang et on re-challenge un peu l'UX. Alors lui, c'est clair que ça change du tout au tout. Et voilà. Et après, on fait ça, on déplie ça sur beaucoup de features pour derrière dire bah voilà, chaque bloc, pouf pouf, on les prend un par rapport à la state machine dont je t'ai parlé. Tu vois, tu dis bah voilà, ce flow là, il est taclé. Et moi, je fais uniquement les flows dans la masse. Tu vois, genre si je te dézoome, tu vas voir un peu la grandeur du bazar. Tu vois, il y a beaucoup de flows qu'elle a fait. Là où moi, j'ai été moins exhaustif, j'en ai fait que quelques-uns. En fait, j'ai fait les parcours critiques qui sont importants et après le reste, c'est là aussi où ça donne de la liberté au design en disant bah ok, qu'est-ce qui se passe quand je veux quitter une communauté, quand je fais des trucs comme ça. Ou là en fait, tous les petits corner cases. Voilà, ces petits trucs-là, tu vois, en termes de produits, tu sais que fatalement, tu as prévu le bouton pour créer la chose. Mais qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une modale? Est-ce que c'est un panel? Est-ce que c'est un bouton qui fait une action directe, etc. Ça, franchement, tu peux laisser la main au design de se dire, bah voilà, dans la grosse masse, moi, je peux faire des propositions et on en discute, mais c'est fait un peu en bonne intelligence. À quel moment interviennent les potentiels utilisateurs? Parce que tout à l'heure, tu me disais que vous avez une trentaine de boîtes que vous pouvez interroger, puis j'imagine que sur certains sujets, vous étendez aussi les personnes à qui vous parlez. On ne parle pas que aux boîtes eFounders. À quel moment de ce process ils interviennent? Parce que là, si je t'écoute, c'est on fait la state machine, on se met d'accord en interne, on fait des wireframes, on itère en interne, puis après design, on itère en interne. Mais j'imagine quand même que les utilisateurs potentiels interviennent dans ce process-là. Tu as un peu du ad hoc. Alors, c'est un truc sur lequel on essaie de trouver le curseur parce que tu avais… deux choses avant et après. Avant, c'était beaucoup plus, on n'avait qu'un studio, c'était Thibaut qui était plus là présent, etc., qui avait une grosse force d'opinion et pour lequel on allait voir des users, mais beaucoup plus tard et on exécutait un peu la vision qu'on avait en tête. Aujourd'hui, c'est un peu en train de changer. À contre-courant de toutes les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques que tu peux lire dans tous les bouquins, etc. Et c'était très… il y avait une opinion, on voulait la dérouler, même si après, en fait, ces problèmes, tu sais qu'on les a vécus en interne et on a quelques boîtes aussi qui les avaient vécus. Donc en fait, tu vois, elles nous revenaient quand même. Donc on n'est pas complètement déconnecté non plus, mais on ne va pas faire la chasse à faire 50 interviews avant pour valider une page, tu vois. C'était beaucoup plus… on a entendu beaucoup de feedback, les points qui étaient problématiques et remontés, voilà comment on les adresse, sur lequel en fait on se dit vaut mieux essayer de shipper rapidement et pouvoir itérer que de faire du 50 recherches utilisateurs, faire en vase clos et en fait avoir des retours contradictoires, rechanger, refaire des allers-retours. L'idée, c'est plutôt de dire on le teste et on réajuste assez vite si jamais il y a des soucis. Donc ça, c'est toujours le process actuel. Vous avez quand même plus ou moins le process actuel, une culture dont on va mettre ça en prod le plus vite, le mettre vraiment entre les mains des gens très vite. Et à partir de là, on va collecter davantage de feedback. Après, là, c'est un peu l'entre-deux. On commence à onboarder aussi pas mal sur quelques boîtes, ce qu'on appelle des design partners, sur lesquels où en fait, on va avoir vraiment des gens avec qui on est très très proche
et pour lequel on va pouvoir commencer à créer des protos, mais déjà bien aboutis pour un peu les challenger, leur montrer. Mais tu vois, c'est vraiment une sélection de, je te dis un chiffre comme ça, mais genre de 5 personnes, enfin 5 boîtes, 10 boîtes max, tu vois, enfin c'est vraiment genre très handpicked, enfin genre sélectionné. Ouais. Et on se dit, bah voilà, c'est que ces personnes-là et on va vraiment interagir avec eux en cercle assez réduit pour après aller tacler un peu le problème sur toutes les autres boîtes. Okay. Mais là, c'est un peu ce qu'on est en train de transformer, de se dire, voilà, on prend des gens on-board pour travailler comme ça. Mais bon, après, on est encore en train de passer le curseur de là où on le met. Mais factuellement, de base, on a quand même pas mal d'opinions assez fortes. Bon, après, tu as aussi les founders qui viennent t'alimenter parce qu'ils font beaucoup de discovery, ils rencontrent beaucoup de gens, mine de rien, pour le marché, le besoin, etc. et qui viennent t'alimenter, dans lequel nous, parfois aussi, côté produit ou design, on peut être amené à aller sur des calls ponctuels en disant bah, « Ok, je te prends avec telle personne parce que ça peut être un prisme intéressant qu'on n'avait pas encore exploré sur le produit, donc viens… » Mais c'est ponctuel quand même, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ponctuel, c'est pas systématique. Ok. Après, je pense que tu comprends assez vite l'intérêt dans le sens où, vu au nombre de boîtes, même si c'est pas, on fait pas genre 20 boîtes par an, mais si tu fais 100 interviews par boîte, en fait, tu passes ta vie à faire ça. Si tu bosses sur 2-3 boîtes en même temps, et bah du coup, ça fait vite beaucoup de calls. Ok, je comprends. À la fin, tu peux plus produire grand-chose. Une fois que vous avez fait les designs, comment vous choisissez du coup qu'est-ce qui va vraiment être dans le MVP et qu'est-ce que vous allez mettre en prod très vite pour après itérer? Comment ça marche ça? Alors ça pour le coup c'est assez… chaque boîte a ses trucs un peu différents. En fait on va vraiment prendre le truc qui peut être fait le plus rapidement, qui apporte le plus de valeur aux users. Donc, et pareil, c'est vous en interne finalement, vous vous dites c'est vraiment ça ce premier bloc. C'est celui qui va… Parce que du coup, tu sais que dans l'alimentation que tu as eue, des feedbacks et des choses comme ça, tu sais qu'en fait, leur premier gros pain, tu vois, ils te disent c'est ça. Enfin, du coup, après, tu vois, tu as des manières de poser des questions, etc. Mais on arrive à cibler et se dire, OK, le premier gros problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est ça. Donc du coup, on leur donne le tool embryonnaire pour résoudre ce problème-là. Et après, on vient mettre la galaxie de fonctionnalités autour qui font le produit que ce sera plus tard. Mais en fait, on vient vraiment sélectionner ces petits éléments. Et quitte à faire des trade-offs aussi. Tu vois, l'idée aussi, c'est quand même d'aller un peu plus loin dans le produit. Enfin, ça, tu vois, genre, je pense que pour tout le monde, c'est bon à savoir. C'est quand tu conçois une fonctionnalité, il faut faire un peu comme quand tu joues aux échecs. Tu vois. Il faut voir quand même quelques coups plus loin parce que sinon, tu vas devoir redéconstruire quelque chose que tu as fait parce que tu n'avais pas prévu que ça allait aller dans cette dimension. Donc, l'idée, c'est que nous, on va quand même un peu plus loin. En termes de conception ou de réflexion, même si on ne fait pas tous les wireframes parfaits, etc. Mais c'est au moins de dire, on voit la direction vers où on va, pour se dire, OK, on s'arrête ici, et ce truc-là, on le fera après, parce que quand on aura validé la première hypothèse, qu'on se lance. Mais au moins, ça nous permet d'avoir un produit cohérent sur la durée, et de pas, 6-8 mois après, dire, attends, on a fait un truc complètement avec des patchs partout. Si on veut le faire bien, maintenant on doit reprendre 8 mois, on doit tout refaire, etc. Donc tu vois, on essaie aussi d'aller un peu plus loin pour comprendre un peu ce qui pourrait se passer. Et ça, je pense que c'est assez aussi important dans la construction, de savoir faire les choix, de dire ok, on a vu le truc qu'on aimerait bien avoir, mais genre qu'est-ce qui pourrait marcher demain qu'on pourrait mettre assez rapidement et qui apporte de la valeur. C'est ça qui est aussi important. Donc vous définissez ce MVP, il est développé, ça part en prod. Comment concrètement tu mesures après si vous avez fait les bons choix et si ça marche? Vous mettez de l'analytics tout de suite, vous reparlez aux vrais users après, il y a une collecte de feedback qui arrive à un moment donné. Comment ça marche cette partie-là? Du coup, on a de la chance chez eFounder parce qu'on a un peu un réseau de, on va appeler ça de bêta-testeurs de nos solutions et qui spontanément, sans mettre en place une énorme architecture analytique, nous font des retours. Les gens sont assez enclins parce qu'ils savent que quand on leur donne accès à une bêta privée. Donc, ils savent qu'ils font partie de la centaine de personnes maximum qui a accès au tool. Ils sont engagés. Et ils sont engagés dedans. Donc, ils sont en mode, je vais l'utiliser
et j'ai ce pain-là, donc crois-moi que je vais te remonter tous les besoins que tu peux me tacler. Donc, et nous, on communauté. Voilà. La manière dont vous avez construit cette communauté, c'est dans le réseau très proche, eFounders, les différentes boîtes que vous avez. Et tout. Les boîtes qu'on a, ou après les boîtes qui sont assez proches. Tu vois, Voilà. des fois, tu as des boîtes comme Payfit, Conto et des choses comme ça qui sont assez proches techniques, enfin d'un point de vue tech avec nos équipes. Ouais, ok. Et du coup, c'est sur cette première communauté que vous vous basez pour avoir les premiers retours. Exactement. Et commencer à itérer. Après, tu vois, on met aussi quelques bases d'analytiques. Des fois, il y a du segment qui est commencé à être mis en place. Et généralement, le tool qu'on pousse un peu pour les boîtes, surtout chez nous, c'est souvent June, donc June.so, qui est un product analytique templétisé, etc. Donc, tu n'as pas besoin de devoir faire une infrastructure comme un Amplitude ou un Mixpanel. Donc généralement, on leur dit prenez ça, on prend quelques KPI clés qui seront importantes en fait pour votre seed. Surtout au démarrage. Exactement. En fait, c'est ce que les investisseurs à terme vont vouloir voir. Donc des trucs que tout le monde doit savoir, les monthly active users ou les daily active users ou des choses comme ça. Enfin, la GMV en fonction des boîtes. Enfin, tu vois, tout ce qui est le business que tu apportes, ton ARR, des trucs comme ça. On essaie de voir un peu toutes ces métriques-là pour les traquer et avoir le jour où on doit faire une data room pour une levée de fonds, avoir de la data en disant ok, voilà, on n'est pas complètement à poil là-dessus et on a des choses. Mais la vraie force, c'est quand même le fait que le feedback vient très naturellement. Tu vois, sur Roundtable, il y a plein de business angels qu'on a onboardé dès le début et qui nous font des feedbacks en disant là c'est top votre truc, même quand c'est positif, tu vois que factuellement ils n'ont rien à nous dire. Ils me disent c'est top, ça a changé tout mon process, c'est génial. Par contre sur ce process là, ça serait bien si on pouvait avoir ça qui est plus clair ou changer ce truc là, etc. Et en fait à l'usage, ils commencent à nous remonter beaucoup de choses sur lesquelles on ajuste. Et après avec le temps, je pense que tu vois quand les boîtes elles commencent à avancer, maturer, tu leur mets des stacks un peu plus poussés en analytique quoi. On a évoqué rapidement quelques outils. C'est quoi les outils indispensables dans ce process là qu'on vient de décrire, de l'idée jusqu'à la release du MVP, vraiment les trucs dont tu peux pas te passer? Je passe toute la stack startup classique, Slack, Notion et compagnie. Vraiment dans la partie product management, ce qu'on utilise vraiment tous les jours, du coup tu as Figma que certains ont dû reconnaître. Pour lequel on fait le design est passé sur Figma, donc le produit on est passé sur Figma. Il y avait Whimsical que je t'avais montré un peu au début, mais pour le coup vous arrêtez de vous en servir. On arrête de s'en servir. C'était l'année dernière quand j'avais commencé à bosser, c'était l'année charnière où on commençait à changer un peu ce truc-là. Et c'est le moment aussi où Figma sortait le FigJam, qui est un peu leur réponse à Whimsical sur la partie flow justement que je viens de te montrer. Ou à Miro ou à des trucs exactement. Comme ça. Donc il y a pas mal de ça. Pour tout ce qui est la partie, on a un peu parlé de discovery, etc. Là, on est en train de tout processer et de mettre en place un bon package sur Cycle, qui est du coup l'outil in-house sur la partie product, pour lequel on l'a lié notamment à du Figma pour les écrans, mais à ce qui va être intercom, mail et compagnie pour la partie remontée. Et entre deux, pour faire le hub, on a Linear. Qui est du coup une solution Jira-like, si les gens en connaissent, pour vraiment la delivery. Et l'idée, en fait, c'est de plugger Linear au Cycle et au Figma, etc. et faire en sorte que ta spec commence, ou en tout cas tes besoins commencent dans ce Cycle avec des remontées, des discoveries, etc. On crée des issues dans Linear qui sont liés, je t'en parlais un peu en off de l'émission, mais dans les deux sens. Donc l'idée de dire… Et là, c'est plus les devs qui après dans Linear peuvent utiliser les tickets. Exactement. Et toi, en fait, tu vas créer ta spec dans Cycle et Linear, parce que les deux sont connectés. Donc finalement, ce que tu écris dans l'un est impacté dans l'autre, donc ce qui est genre juste génial. Et surtout, le gros avantage, c'est de faire cette feedback loop, de pouvoir remonter derrière quand tu as shippé une feature, que ce soit accessible et actionnable depuis Cycle. Enfin, de le voir en gros que le dev a passé en deployed, ça te fait remonter une information et du coup tu peux actionner direct ça. Et donc ça c'est vraiment la stack qu'on utilise tous les jours et pour lequel pour le moment on est assez content et ça marche plutôt bien. C'est quoi le conseil que tu aurais à donner du coup à quelqu'un là, qui deviendrait first PM ou qui aurait un produit à ouvrir dans une boîte? Qu'est-ce que tu as appris ici dans tout ce process là et qui vraiment pour toi est fondamental et qui pourrait être utile dans ces cas-là? Alors je vais plutôt le tabler sur peut-être le first PM parce que je pense que tu vois dans les conseils que je vais donner, il y en a un qui sont moins actionnables pour ceux qui construisent. Mais après dans tous les cas ça va un peu se rapprocher. Le premier, pour là la partie réellement focus first PM, ça va vraiment être la partie communication. Enfin, je pense que
faut comprendre qu'un travail de first PM et un PM classique dans une orga comme je sais pas, Conto, Mano Mano ou Payfit, dans lequel c'est déjà installé, tu as quand même un gros enjeu de communiquer sur ce que tu fais et l'importance de ces choses-là. Donc je trouve que c'est assez important de bien comprendre que c'est pas le même job. Et un truc qui peut être commun aux deux, c'est la relation que tu peux avoir avec les fondateurs. Je trouve que c'est vachement important, que ce soit en amont, du coup quand tu screens pour apply, pour rejoindre une boîte, vraiment comprendre et bien parler avec les fondateurs et des employés aussi, mais vraiment voir s'il y a un vrai fit parce que finalement, tu vas construire le produit de leur boîte et tu vas voir qu'ils vont souvent être dans tes pattes pour te donner des suggestions, des choses, etc. Donc la synergie que tu as avec eux est vachement importante et du coup, on revient au premier point de communication. Beaucoup parler sur ce que tu fais, sur ce que tu explores, etc. D'où le fait que vous essayez de rendre le truc hyper visuel chez vous pour faciliter cette communication. Exactement, parce que pour nous, c'est un point majeur. Il n'y a rien de pire qu'un désalignement sur lesquels on ne s'est pas compris et du coup la feature est partie en prod alors que du coup le produit avait une vision, les founders en avaient une autre et finalement ça crée des frustrations des deux côtés parce que les fondateurs n'ont pas ce qu'ils avaient compris etc. Et le PM du coup se fait un peu taper dessus parce que c'était pas exactement ce qui était pensé. Donc je trouve que c'est assez important de ce côté-là et après voilà. Trop cool. Merci Alexandre. Mais merci. On était le premier que je venais voir là aujourd'hui. Qui est-ce que je devrais aller voir? C'est qui les personnes que tu aimerais entendre, tu vois, présenter un peu leur process comme toi et tout? Qui est-ce qu'on va aller voir? Y a pas mal de gens qui parlent beaucoup sur la toile, etc. Je pense que je ne vais pas les citer parce qu'ils sont déjà partout, mais je trouve qu'il y a… moi, je suis assez proche de personnes qui bossent dans une boîte qui s'appelle Comet Meeting. Et je trouverais ça vachement intéressant de parler du coup avec Charles qui est Head of Product là-bas ou avec Anthony parce qu'ils font un truc particulier qui est de faire un produit digital mais physique aussi dans le réel. Donc la partie salle de réunion est mise à disposition de lieux, etc. Mais avoir une interface et une expérience qui est quand même tournée sur le digital et plus innovante que la salle classique. Donc je trouvais ça intéressant d'écouter comment ça se passe chez eux et en termes de conception, comment est-ce qu'on allie le virtuel au réel et dans leur expérience. Trop cool, on va aller les voir. Super. Encore merci Alexandre. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.